Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue bimensuelle du portefeuille Quiet Wealth. Nous sommes le 19 avril 2025 et je te propose une vidéo complète sur l'actualité économique et financière, les performances des entreprises de mon portefeuille depuis un mois, les dividendes perçus depuis la création du portefeuille, et je ferai aussi un point d'analyse détaillé sur l'entreprise PepsiCo et Novo Nordisk. Je te rappelle que le portefeuille a été créé le 24 septembre 2024 avec l'objectif de faire de la performance élevée et stable. C'est un portefeuille qui vise x11 en 20 ans et qui verse des rentes solides en prime. Mais tout de suite, on passe à l'actualité. C'est donc l'actualité des 2 dernières semaines et c'est toujours aussi chargé. Après avoir menacé la planète entière, Donald Trump a fini par la laisser souffler un peu avec l'annonce de suspension des droits de douane pendant 90 jours. Il a accepté aussi de réviser les douanes qu'il mettrait sur les semi-conducteurs et il a même laissé ouvert une option de négociation avec la Chine ce 19 avril. Donald Trump a compris qu'un rapport de force aussi brutal ne joue pas en sa faveur et qu'il va falloir bien plus que des déclarations choc et des décisions irrationnelles pour obtenir ce qu'il veut. Les ventes massives des obligations américaines, principalement le Japon et la Chine, ont aussi forcé la main à Donald Trump. Il a voulu éviter, à mon avis, une baisse trop forte du dollar et une hausse trop élevée des taux d'emprunt, qui sont les conséquences de cette vente massive sur le marché obligataire. Côté bourse, ça a été les montagnes russes. Baisse brutale, puis remontada après l'annonce de la suspension des douanes. On peut donc voir une accalmie s'installer, mais je ne pense pas que ça va durer. Et en tant qu'investisseur, il faut se préparer, à mon avis, à un grand basculement. La relation économique USA est brisée et pour de bon. Ça va chambouler l'économie mondiale comme jamais depuis les 30 dernières années. Alors que la Chine avait au début commencé juste à riposter avec des droits de douane, les montants jusqu'à 125%, son ministre du Commerce a déclaré cette phrase assez impressionnante. Nous ignorerons les futures douanes supplémentaires par le président Trump. Même si les États-Unis continuent d'imposer des tarifs plus élevés, ça n'aura plus de sens économiquement parlant et deviendra une blague dans l'histoire économique mondiale. Cette phrase illustre parfaitement 2 points que tout investisseur doit impérativement avoir en tête. Premièrement, la Chine se sent suffisamment puissante pour dire aux États-Unis d'aller se faire voir, ce qui se comprend quand on regarde la dépendance US aux importations chinoises. Là où la Chine n'apporte pas grand-chose de vital des États-Unis, ses principaux exports sont des produits agricoles et du pétrole qu'elle peut facilement trouver chez son voisin russe. Et la récente annonce de restriction des exportations des minerais de terre rares vers les États-Unis est clairement un acte hostile envers Washington. Mais deuxièmement, et c'est le plus important pour tout investisseur, la Chine montre qu'elle n'a plus besoin des États-Unis pour être dynamique. L'Empire du Milieu compte désormais sur son intégration asiatique, notamment aux routes de la soie et aux routes de commerce naval qu'elle a patiemment tissées pendant plus d'une décennie. La nouvelle marche du monde, c'est que la Chine et les États-Unis découplent leur économie, chacun se recentrant sur ses partenaires sûrs. La Chine vers son étranger élargi, principalement la Russie pour l'énergie, le Vietnam et l'Indonésie pour les produits finis. Les États-Unis, eux, se recentrent sur des pays d'Asie qu'ils jugent fiables comme la Corée et aussi le Vietnam. Et les Amériques dans une moindre mesure avec leurs partenaires mexicains. Les droits de douane sont donc la cerise sur le gâteau d'une tendance visible depuis des années et non pas d'une rupture brutale dans le commerce international comme on l'entend souvent dans la presse. Quoi qu'il en soit, que ce soit 10% de droits de douane ou 1000% à la fin, on voit que la tendance est au recentrage des chaînes d'approvisionnement, un phénomène jamais vu depuis les années 90, depuis que les échanges se sont mondialisés. Ce que nous vivons actuellement, c'est un choc darwinien que les investisseurs doivent à tout prix comprendre pour gérer leur portefeuille. Je dirais même que c'est l'équivalent d'une météorite sur les dinosaures. Les entreprises trop dépendantes des flux transnationaux vont devoir s'adapter dans la douleur et la panique ou risquer la faillite. Pareil pour les entreprises du terroir comme LVMH et Pernod Ricard, des droits de douane en fait peuvent leur faire très très mal. Si le tableau paraît noir, je le vois de manière assez nuancée, car c'est dans les crises que se construisent les opportunités. La fin de la mondialisation, telle qu'elle a commencé dans les années 80-90, va apporter des opportunités d'investissement inouïes. Je continue à titre personnel de penser qu'il faut éviter les actions comme Nike ou Apple pour le moment. Mais je vois émerger des opportunités exceptionnelles dans le cadre du retour du protectionnisme américain. Des secteurs comme les infrastructures lourdes pour reconstruire les États-Unis, des secteurs manufacturiers qui s'approvisionnent localement, ou même encore le secteur de la robotisation et l'automation. Car les industries aux États-Unis auront besoin d'une productivité décuplée pour rester compétitifs, même avec les droits de douane. Je ferai bientôt une vidéo où je vous donnerai quelques noms d'entreprises que je mets dans ma watchlist, pour y investir potentiellement. Je peux simplement vous dire que j'en ai déjà repéré une dans le secteur des métaux. Sa technologie de four électrique la rend particulièrement performante, et on peut attendre encore plus de performance avec les droits de douane de Trump qui vont protéger son activité.
C'est pour moi un sujet capital, je dis bien capital, de se placer sur les secteurs d'avenir, car les gains espérés peuvent être colossaux si on a misé sur les bonnes entreprises. Mais les grandes gagnantes de la situation, ce sont les locales. Et je vous en parlais dans les précédentes revues du portefeuille, elles composent en grande partie le portefeuille QuietWave. Et leurs performances, elles font plaisir à voir. Depuis le début de l'expérience, c'est moins 6% pour mon portefeuille, principalement pendant la chute de mars-avril. En comparaison des autres indices mondiaux, mon portefeuille résiste très bien. Mais si on rentre un peu dans le détail du portefeuille, c'est encore plus intéressant. Le constat est clair, ce sont les valeurs les plus locales qui ont surperformé ces 30 derniers jours. Pour rappel, voici ce que je disais des valeurs locales lors d'une précédente revue du portefeuille. La majorité de mes valeurs, en fait, s'en sortent très bien, car elles sont ce que j'appelle glocales. Ce sera un concept pour une autre vidéo, mais très rapidement, c'est un mot valise pour dire global et local. Ce sont les entreprises mondialisées, mais qui sont très bien implantées localement. Elles peuvent donc assez bien survivre aux guerres commerciales et à la fin de la mondialisation actuelle. Le meilleur exemple, c'est Coca, qui a des sites de production dans quasiment tous les pays. Pour le marché européen comme américain, Coca produit dans le pays et transporte jusqu'au magasin le produit, elle le vend, et la seule chose qui passe les frontières, c'est les profits qui remontent aux actionnaires. C'est une entreprise parfaite pour quelqu'un comme moi qui recherche la rentabilité et la stabilité dans un monde où des chefs d'État peuvent du jour au lendemain mettre des droits de douane. Ils sont clairement porteurs de valeur pour mon portefeuille et je compte bien toutes les garder. Je constate que je ne suis pas le seul investisseur à avoir eu cette intuition qu'il faut des valeurs résilientes et locales dans son portefeuille. Seeking Alpha rapporte que de nombreux investisseurs professionnels misent sur des leaders comme Coca-Cola et Procter & Gamble. Des grands noms de gestionnaires comme Ken Griffin sont catégoriques. Coca et Procter sont des valeurs très résilientes qu'il a mis dans son fonds de gestion. Et même des hedge funds se couvrent d'une crise avec ce type d'action qui offre le meilleur compromis entre performance et stabilité. Bref, la résilience, c'est la clé dans ces temps trous. Si l'ensemble de mes entreprises résilientes ont bien monté quand le marché a baissé, j'attire votre attention sur PepsiCo qui, elle, a piteusement performé ce mois-ci, comme depuis un an malheureusement. Si ça fait mal de voir une telle baisse, je suis en réalité très content, car je peux acheter un dossier d'excellente qualité ou une bouchée. Je vous résume ici un excellent article de TradingView qui compare Coca-Cola et Pepsi, et je partage entièrement les conclusions de cet article. Si à première vue Coca est largement plus attractive, Pepsi a de nombreux atouts à faire jouer. La diversification et la résilience. Pepsi tire plus de 50% de ses revenus de son activité snack avec des marques comme Lay's, Doritos, Cheetos, Quakers. Cette balance entre boissons et alimentation crée un filet de sécurité contre une stagnation du marché des boissons. Deuxièmement, le modèle intégré pour plus d'agilité. Contrairement à Coca, PepsiCo contrôle directement ses usines et sa distribution. Ce maillage vertical se traduit par un meilleur développement sur les marchés émergents, même si cela pèse sur les marges. Troisième point, une valorisation très attrayante. Avec un PER actuel de 20, PepsiCo se paye nettement en dessous de Coca-Cola et un PER de 29, ce qui offre un point d'entrée beaucoup plus favorable. Nous sommes donc, selon moi, dans une vraie opportunité de marché. Le cours de bourse de Pepsi ne donne pas trop envie quand on le regarde. Il n'est toujours pas revenu à son point le plus haut depuis mai 2023, alors que les profits, ils ont continué de monter et que le dividende, lui, est toujours aussi coquet. Ces éloges sur Pepsi ne veut toutefois pas dire que je déconsidère Coca, loin de là. Ces deux acteurs forment un duopole extrêmement puissant sur le marché des boissons. Quand l'un perd, c'est souvent parce que l'autre a gagné. J'estime donc normal d'avoir les deux en bourse. En ce qui concerne les entreprises du portefeuille qui ont dévissé, voici un petit tour d'explication rapide. Les entreprises comme Total, GTT et Pason Systems sont des victimes collatérales de la guerre commerciale de Trump. Les droits de douane menacent la croissance mondiale et peuvent même provoquer une récession. Qui dit récession, dit baisse du cours du pétrole, dont baisse des futurs profits des entreprises énergétiques. Schneider Electric a été injustement sanctionné par les marchés à cause des dernières informations sur les nouvelles intelligences artificielles qui pourraient affecter une partie de son activité. Je ne crois pas que cette information soit fondée et cette baisse est extrêmement intéressante. L'entreprise est très peu chère par rapport au consensus de prix de 266 € et à sa fair value. Et enfin, Novo Nordisk qui affiche une performance désastreuse. Je dois bien avouer que je ne pensais pas qu'elle baisserait autant. Depuis son point le plus haut, on constate que l'entreprise a perdu plus de 57%. Voici une petite chronologie de cette descente aux enfers. En juin 2024, échec de l'essai de l'océdurenone. Novo Nordisk a arrêté l'essai de ce médicament pour l'hypertension et les maladies rénales chroniques, suite à l'absence de résultats concluants. En décembre 2024, ce sont des résultats décevants pour Sagrissema. Les résultats de l'essai Redefine One ont montré que le médicament Sagrissema induisait une perte de poids moyenne inférieure aux attentes du marché. En mars 2025, c'est la réduction du prix du Wegovy
Face à la concurrence, Novo Nordisk doit baisser ce prix. Il passe donc le prix de 650 à 499 dollars par mois. En avril 2025, c'est un autre problème pour Novo Nordisk, mais cette fois-ci par un concurrent. Eli Lilly a annoncé des résultats positifs pour son médicament oral contre la perte de poids, l'orforglipron, qui a montré une efficacité comparable aux traitements injectables existants. De mon côté, toutefois, pas de panique. Le secteur médical est toujours attrayant, surtout en période de récession, et cette entreprise a encore de nombreux atouts en poche. Si le cours de bourse est fluctuant, je peux me consoler en me disant que les entreprises de mon portefeuille me versent des dividendes réglés comme une horloge suisse. Depuis le début du programme, le portefeuille a reçu 101,86 € de dividendes, soit près de 1,7% de rendement à portefeuille constant. Ce sont les entreprises de l'énergie qui dominent clairement les versements, Total, GTT, Pazen System. En ce qui concerne le calendrier des futurs dividendes, on a Realty Income, Schneider Electric, Altria, Procter & Gamble, Johnson & Johnson et Lowe's. Voilà, c'était tout pour cette revue du portefeuille. Je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine revue. Si la vidéo t'a plu, aime-la, abonne-toi et mets la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Tu peux aussi suivre la composition de mon portefeuille sur le lien Trading 212 que tu peux retrouver dans la description.